Philo venant du grec. Philo moi là. Non, philia ça veut dire l'amitié. Donc philo venant du grec, philein. Philein signifie aimer. Quand j'aime le cinéma, on appelle un cinéphile. Quand j'aime le Sénégal, un sénégalophile. Donc philein, c'est aimer. Bien. Qui est formé du grec? Sophie qui est formée du grec. Sophie a entendu par deux termes. Savoir et savoir et sagesse. Donc étymologiquement, la philosophie désigne quoi? L'amour du savoir et l'amour de la sagesse. Mais quand vous avez dit l'amour du savoir, l'amour de la sagesse, mais mes amis, Platon vous le rappelle, non? Qu'est-ce que Platon vous a dit? Qu'en règle générale, on ne désire pas ce que l'on a, mais on ne peut aimer que ce que l'on n'a pas. Et si on ne peut pas aimer ce que l'on a, mais on ne peut désirer que ce que l'on n'a pas, donc dire de la philosophie qu'elle est amour du savoir, amour de la sagesse, c'est dire que le philosophe n'est pas celui qui sait, il n'est pas celui qui est sage, mais il est celui qui désire savoir, celui qui désire être sage. Donc, qu'est-ce que n'est pas la philosophie? Elle n'est pas la possession du savoir, elle n'est pas la possession de la sagesse. Troisième étape, si la philosophie n'est pas possession, accumulation d'un ensemble de connaissances, comment peut-elle se présenter? Avec le sujet numéro 1, nous avons répondu en disant, si la philosophie n'est pas un savoir, elle est quoi? Elle est activité de réflexion, elle est activité de remise en question. C'est par cette réflexion critique que le philosophe voit le monde autrement, là où les autres le voient tel qu'il est. Quatrième étape, vous avez dit, à partir du moment où la philosophie n'est que réflexion, à partir du moment où vous avez dit que la philosophie n'est pas un savoir, vous vous rappelez Vladimir Grégoriev, le philosophe n'enseigne pas. Le philosophe n'enseigne pas car il ne sait pas. Il ne possède pas la vérité, celle-ci n'étant pas un savoir transmissible. Et en disant, je répète, Vladimir Grégoriev, 2 F à la fin, il n'y a pas de F. Le philosophe n'enseigne pas car il ne sait pas. Il ne possède pas la vérité, celle-ci n'étant pas un savoir transmissible. Fin de citation. Il ajoute, que fait le philosophe? Réponse, le philosophe, il démolit les fausses certitudes de celui qui croit savoir et le rend disponible à la recherche. Fin de citation. Et quand il dit, le philosophe démolit les fausses certitudes de celui qui croit savoir et le rend disponible à la réflexion, il a fini de lui dire, donc, quand la philosophie n'est pas un savoir, quand le philosophe lui-même n'est pas celui qui sait, qu'est-ce qu'il fait? Il réfléchit sur ce que nous savons, sur ce que nous croyons savoir. Donc, quatrième étape, la philosophie va réfléchir, par exemple, sur la science, elle va réfléchir, par exemple, sur le mythe, elle va réfléchir, par exemple, sur la religion, et même pour les élèves de S, elle va réfléchir sur la magie. Donc, quatrième étape, mes amis, quel rapport la philosophie entretient-elle avec les autres formes de connaissance? D'abord, quel rapport existe-t-il entre la philosophie et le mythe? On vous a tous dit, vous l'avez retenu, que la philosophie n'est pas le mythe n'est pas la philosophie. On est d'accord? Et pourquoi? Parce que le mythe est né bien avant la philosophie. Le mythe est le premier système d'intelligibilité. Traduisez, le mythe est le premier mode de connaissance qui a été élaboré par les hommes. Il est né avant la philosophie, il est pré-philosophique. Il est né avant la science, il est pré-scientifique. Il est né avant les religions révélées, il est pré-religieux. Donc, en tant que discours pré-philosophique,
pré-scientifique, pré-religieux, le mythe génie est le premier moyen sur lequel l'homme s'est appuyé pour répondre aux questions qu'il se pose. Vous avez 4 aspects du mythe qui le distinguent de la philosophie, pour aller vite, puisqu'on ne fait que réviser. Quels sont ces 4 aspects du mythe qui le distinguent de la philosophie? Premier aspect, en tant que discours ou récit, le mythe est fabuleux. Fabuleux, ça veut dire imaginaire. C'est la parenté entre le mythe et le conte. Tous les deux commencent de la même façon. Il était une fois. Mais ni le mythe ni le conte ne vous disent où est quand. Pourquoi? Parce que le mythe est une construction de l'imagination par laquelle l'homme cherche à dire l'origine de toute chose. Lorsque le mythe dit l'origine du monde, on l'appelle une cosmogonie. Lorsque le mythe dit quelle est l'origine de telle partie du monde, origine de la terre, la lune, le ciel, les étoiles, il s'appelle une cosmologie. Lorsque le mythe dit quelle est l'origine de l'homme, il s'appelle une anthropologie. Lorsque le mythe dit l'origine des dieux, il s'appelle une théogonie. Je répète, d'où vient le monde? Cosmogonie. D'où vient telle ou telle partie du monde? Cosmologie. D'où vient l'homme? Anthropologie. D'où viennent les dieux? Théogonie. TH. Mais dans tous les cas, vous l'avez compris, le mythe ne dit pas le commencement. C'est l'affaire de l'historien. Mais le mythe dit l'origine. Or, l'origine, comme dirait le griot de Sundiata ou l'épopée Mandeng, malheureusement, vous ne lisez plus rien. Comme je dis, vous êtes des littéraires sans littérature, et des littéraires sans littérature, je les appelle les littérailleurs, comme vos grands-parents étaient des tirailleurs. Hein? Parce que littérature, littéraire se nourrit de littérature. Vous venez jusqu'en terminale, si vous êtes vraiment honnête, rares sont ceux qui ont lu un seul livre sérieux de la maternelle à la terminale. Un seul livre sérieux. Si on demandait sincèrement de répondre, de lever la main, je pense que personne ne lèverait la main. Qui a lu un livre sérieux du début à la fin, de la maternelle à la terminale? Hein? Mariamba? Ici l'anglais. Rappelez-moi les premières phrases de Ici l'anglais. Rappelle-moi les premières phrases de Ici l'anglais, toi qui dis Mariamba. Moi je l'ai lu il y a 30 ans, je n'étais même pas né et je connais la première et la dernière. Aïssatou. Ah, j'ai reçu. Ah. Ta lettre en guise de réponse, j'ouvre ce cahier, point d'appui dans mon... La longue pratique de nos grands-mères m'a appris que la confidence... Et la dernière phrase, qu'est-ce que dit Mariamba? Elle parle du mot bonheur et en disant où qu'il se trouve, j'irai éternellement à sa recherche. Bref. Ok, heureusement, au moins tu as bien. Mais dans tous les cas, ça permet simplement de montrer, comme nous l'avons dit, que de ce point de vue-là, vous l'avez retenu, la philosophie en tant que telle, quand on la compare au mythe, c'est que le mythe d'abord, il est fabuleux, il est imaginaire. Deuxième aspect du mythe qui le distingue de la philosophie, il est populaire. Pourquoi populaire? Parce que le mythe n'est jamais élaboré par un individu. Le mythe est toujours produit par une communauté humaine. Mythe Dogon, mythe Mossi, mythe Peul, mythe Bambara, mythe Dola. Et il exprime la culture et la vision du monde propre à cette communauté. En plus d'être fabuleux, populaire, troisième aspect du mythe, le mythe est dogmatique. C'est sa parenté avec la religion. Pourquoi le mythe est dogmatique? Parce que ce que dit le mythe est soustrait à l'examen critique de la raison. Ça veut dire que la vérité du mythe est une vérité intemporelle. Ça veut dire qu'il se pose de façon définitive. En plus d'être fabuleux, populaire, dogmatique, la nature de l'explication donnée par le mythe fait que c'est un saut dans l'irrationnel. 4 aspects du mythe: fabuleux, populaire, dogmatique, irrationnel. Voilà les 4 aspects qui vous permettent de distinguer la philosophie du mythe. Là où le mythe est fabuleux, c'est-à-dire imaginaire, vous le savez très bien, la philosophie s'intéresse à l'homme réel et aux questions que sa conscience se pose. Là où le mythe est populaire, la philosophie, on vous l'a déjà dit et répété, elle est la production d'une subjectivité individuelle. Là où le mythe est dogmatique,
On vient de le dire, la philosophie, elle est critique, elle est antidogmatique, n'admet pas de vérité absolue. Et enfin, là où le mythe, par l'explication qu'il donne, est un saut dans l'irrationnel, la philosophie, nous venons de le montrer, elle se veut entièrement rationnelle. Pourquoi le mythe donne une explication qui relève de l'irrationnel? Vous le savez, parce que le mythe a l'origine de toute chose. Il dit, il y a l'action des dieux, l'action des esprits, des puissances surnaturelles, et par conséquent, le mythe n'explique pas de façon mathématique à la façon de la science, mais en investissant des dieux, des esprits, des puissances et des forces surnaturelles. Maintenant, qu'est-ce que le mythe partage avec la philosophie malgré ces 4 aspects qui les séparent? Réponse, elles ont en commun, dit Aristote, le fait d'exprimer, mythe et philosophie, un même amour du savoir et un même amour de la sagesse. Parce qu'Aristote dit de la même manière que la philosophie est fille de l'étonnement, le mythe également, il est fils de l'étonnement. Mais si la philosophie n'est pas le mythe, est-elle la religion? Je n'insiste pas. Vous avez répondu clairement non, en disant qu'on ne saurait confondre philosophie et religion. Même si, je donne le point commun avant de montrer la différence, même si philosophie et religion ont en partage quoi, mes amis? Qu'est-ce qu'elles ont en partage? Le fait de répondre au même type de questions. Philosophie et religion répondent à la même question du pourquoi. La question du pourquoi, c'est les questions d'ordre métaphysique. Dieu existe-t-il? L'âme, le destin, la liberté, l'homme, son origine, sa destinée. Donc elles ont en commun, philosophie et religion, répondre à la question du pourquoi, les questions d'ordre métaphysique, et permettre à l'homme de satisfaire le même type de besoin, l'aspiration à la spiritualité. Mais en dehors de cela, philosophie et religion sont marquées par des démarches hétérogènes. Et vous savez très bien d'où vient l'hétérogénéité de leur démarche. Cela découle de leur fondement, de leurs principes directeurs qui sont différents. Quel est le principe directeur de la religion? Le fondement. Mes amis, quel est le principe directeur de la religion? Bon, le principe directeur de la philosophie, nous allons dire, c'est la raison. Quel est le principe directeur de la religion? Mais c'est la foi. Et les rapports entre philosophie et religion, souvent, tournent autour des relations qui peuvent exister entre la foi et la raison. Vous vous rappelez le sujet du bas? La croyance religieuse implique-t-elle nécessairement une démission de la raison? Point d'interrogation. Et quand le sujet du bac posait la question, la croyance religieuse implique-t-elle nécessairement une démission de la raison? Mais la réponse ne peut être que contradictoire. On est d'accord? Maintenant, je le signale d'ailleurs, le 14 juillet, quand vous avez un adverbe comme ça, nécessairement, toujours, parfois, vous coupez en deux. Vous coupez en deux, ça veut dire quoi? Quand vous avez nécessairement, vous coupez en deux en disant oui, mais pas nécessairement. Donc, la croyance religieuse implique-t-elle nécessairement une démission de la raison? Première partie, vous dites oui, aux yeux de certains, la croyance religieuse, semble-t-il, pourrait impliquer une démission de la raison. Vous avez entendu comment j'ai parlé? J'ai mis des gants pour éviter de trahir une réponse et une position personnelle en disant thèse, oui, aux yeux de certains, il semblerait que la croyance religieuse impliquerait une démission de la raison. Ce qu'il faudrait éviter, c'est quoi? Thèse, la croyance religieuse implique nécessairement une démission de la raison. Point final, rendez votre copie. C'est évident. Pourquoi? Thèse, la croyance religieuse implique nécessairement une démission de la raison. On dit frère Koulaï, vous avez dit nécessairement, moi par force. Donc vous n'avez plus rien à dire dans la deuxième partie. Quoi que vous disiez, vous êtes contradictoire. Donc vous dites, la croyance religieuse pourrait impliquer une démission de la raison. Dans quel sens? Au sens où l'idée de croyance, c'est l'idée de quoi? Elle commande quelle attitude de la croyance? Mais la vénération, la soumission, l'adoration, l'adhésion, mais une adhésion émotionnelle et sentimentale à des vérités absolues. Mais là où la croyance commande vénération, soumission, la raison, elle fait penser à quoi? Au doute, à l'étonnement,
à la critique, à la contestation et à la remise en question. Donc si on pense de cette façon, foi égale vénération, soumission, acceptation de vérité absolue, alors que raison égale analyse, égale réflexion, égale critique, il semblerait que oui, la croyance religieuse doit entraîner mais un rejet de la raison. C'est la position de qui par exemple? De Blaise Pascal, vous vous en souvenez? C'est la position de Pascal qui met une opposition entre ce qui relève de l'ordre de la raison et ce qui relève de l'ordre de la foi. Parce que pour Pascal, ce que le cœur sent, mais la raison est incapable de le prouver. Vous vous rappelez, lorsque Descartes, dans le discours de la méthode, a cherché à prouver Dieu de façon rationnelle, Pascal, à la fin, c'est comme il éclatait de rire en disant Descartes, c'est Dieu que tu prétends découvrir par ta pauvre raison, mais c'est un Dieu des philosophes, c'est le Dieu à toi. Moi, Pascal, le Dieu auquel je crois, j'ouvre les guillemets, c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Ismaël, c'est le Dieu de Jacob, et non pas ce pauvre Dieu que tu prétends découvrir, mais par ta pauvre raison. Pourquoi Pascal dit ce pauvre Dieu que tu prétends découvrir par ta pauvre raison? Parce que Pascal dit Descartes, qu'est-ce que la raison humaine? Il répond en disant c'est l'infiniment petit. Qu'est-ce que Dieu? C'est l'infiniment grand. Et Pascal dit comment veux-tu que l'infiniment petit de la raison humaine puisse percer et découvrir le mystère de l'infiniment grand qu'est Dieu? Une manière pour Pascal de montrer clairement que la croyance religieuse implique une démission de la raison. Mais dans la deuxième partie, la thèse adverse, que vous appelez antithèse, vous devez être capable de montrer quoi? Que cependant, certains ont tenté de concilier. Écoutez-moi mes enfants. Donc le 14 juillet, vous faites la transition en employant, même si en Wolof xam ngeen mooy la donte waaye donc même si ça veut dire quoi? J'accepte, je conserve, mais je dépasse. Vous m'avez entendu dire partout depuis des années que attention, ce qui ruine tous vos efforts à l'examen, c'est de penser que je dois dire une chose et ensuite de dire son contraire. L'antithèse ne réfute pas entièrement la thèse, j'ai dit quoi? Elle la conserve et la dépasse. Donc ici vous allez dire quoi? Même si aux yeux de certains la croyance religieuse implique une démission de la raison, certains cependant ont tenté de les concilier. On est d'accord? Et parmi ceux qui ont concilié la foi et la raison, mais vous avez toute la tradition des théologiens chrétiens du Moyen-Âge, les 300, Saint Thomas d'Aquin, Saint Anselme et Saint Augustin. Saint Thomas, pour aller vite, il dit, j'ouvre les guillemets, Saint Thomas, la foi ne doit pas éviter la raison, elle doit la rechercher, mais pour s'allier avec elle, fin de citation. Et quand Saint Thomas dit, la foi ne doit pas éviter la raison, elle doit la rechercher pour s'allier avec elle, c'est une manière de montrer que la foi doit éclairer la raison, mais comme la raison doit éclairer la foi. Et que l'homme ne doit pas chercher entre ou croire ou raisonner, mais ce sont les deux qui lui permettent vraiment d'éclairer les chemins de son existence. Maintenant, dans le domaine numéro 2, après avoir montré que la philosophie ne se confond ni avec le mythe, ni avec la religion, ni avec la science, je n'ai pas insisté sur la science, c'est vrai. Pourquoi la philosophie et la science ne se confondent pas? Parce qu'elles se distinguent au moins à 3 niveaux. Elles n'ont pas les mêmes objets d'étude, philosophie et science. Elles n'ont pas les mêmes démarches, elles n'aboutissent pas aux mêmes finalités. Ça veut dire qu'elles ne répondent pas aux mêmes questions. La science s'intéresse à quoi? À tout ce que mes organes de sens peuvent percevoir. La science n'a pas affaire à l'âme. Quand la science m'étudie moi en tant qu'homme, elle s'arrête à mon corps. Donc la science s'arrête à la surface de la réalité. Donc la science dit le comment et étudie ce qui peut faire l'objet d'une perception sensorielle. Là où la philosophie va au-delà des limites de la science, mais pour questionner d'un point de vue métaphysique.
Donc on ne peut pas les comparer, elles ne peuvent pas rivaliser, parce que vous l'avez compris, elles ne répondent pas aux mêmes questions, elles ne permettent pas à l'homme de satisfaire les mêmes besoins. La science dit le comment le monde a été créé, mais aucun savant ne répondra à la question pourquoi le monde a été créé. Cette question appartient au domaine de la philosophie, appartient au domaine de la religion, mais dans tous les cas, pas au domaine de la science. Maintenant, la question de l'utilité. Je passe également très vite. En ayant dit qu'on ne peut pas les comparer, qu'elles ne peuvent pas rivaliser, nous avons montré que philosophie et science ont des utilités totalement différentes. La science avec ses applications techniques, je dis bien la science couplée à ses applications techniques, elle a une utilité d'ordre matériel. Parce que la technoscience est à la fois un savoir-faire et un pouvoir. La technoscience permet à l'homme de transformer la nature et d'améliorer ses conditions matérielles d'existence. Donc l'utilité des sciences et techniques est une utilité d'ordre matériel, alors que la philosophie, elle n'a pas une utilité d'ordre immédiat et matériel. Elle ne soigne pas mon corps quand il est malade, elle ne construit pas des écoles, des ponts et des usines. Donc là où la finalité des sciences et des techniques est d'ordre matériel, celle de la philosophie, elle est d'ordre moral, d'ordre intellectuel et d'ordre spirituel. Rappelez-vous, entre guillemets, docteur Socrate, vous vous en souvenez, se proclamant non pas médecin des corps, mais médecin des âmes et des esprits. Maintenant, dans tout le domaine numéro 2, toutes les leçons ont répondu à une seule et même question. Dans nature et culture, en passant par travail, langage, normes, individus, société, conscience, inconscient, liberté, toutes ces leçons répondent à la même question. Laquelle? La question qu'est-ce que l'homme? Maintenant, puisque l'homme est un être complexe, les réponses vont varier d'une leçon à une autre. On peut tranquillement réviser ensemble. Dans nature et culture, qu'est-ce que l'homme? Quelle est la réponse à laquelle vous êtes parvenu? Dans nature et culture, au terme de la leçon. À la question qu'est-ce que l'homme, vous avez répondu en disant quoi, mes chers enfants? Bon, on va simplifier encore. J'imagine qu'il y a trop de peu, les peu de monde, c'est difficile de les faire comprendre. Donc à la fin de nature et culture, la question, l'homme se définit-il par la nature ou se définit-il par la culture? Quelle est la réponse à laquelle vous êtes parvenu? Hein? Dans la culture, l'homme se définit-il finalement par la nature ou par la seule culture? Ne me faites pas peur, mes enfants, le 14 juillet c'est bientôt. Hein? Par la culture, qu'il n'y a rien de naturel chez l'homme. Bah, bien sûr. Mais quelle est l'expression consacrée que vous volez à Edgar Morin pour montrer que l'homme ne se définit ni par la seule nature ni par la seule culture? Déedéet, il ne peut pas être naturellement naturel, ouais. Naturellement culturel, ça c'est Claude Lévi-Strauss. D'accord, mais vous avez montré que l'homme, il est au point de convergence entre l'inné, l'acquis, le biologique, le social, l'hérédité, l'héritage, le naturel, le culturel. Le terme employé, emprunté à Edgar Morin, l'homme est un être pas biologique, ouais, bioculturel. Il y a des biologiques qui sont naturels. Hein? Ils sont beaucoup de donc l'homme est un être bioculturel. Pour dire quoi? Il n'est ni exclusivement naturel, ni exclusivement culturel, mais il est une synthèse complexe d'ailleurs d'éléments naturels et d'éléments culturels. Il a parlé de Claude Lévi-Strauss. Claude Lévi-Strauss dit que chez l'homme, nature et culture ne se superposent pas. Mais regardez le mouvement de mes bras. Lévi-Strauss, il dit, voilà comment sont nature et culture. Ça veut dire quoi? Que nature et culture sont? Hein? Nature et culture sont imbriqués, entremêlés de façon indissociable. Et c'est pourquoi il dit, j'ouvre les guillemets, chez l'homme, on ne peut dire ni où commence la nature, ni où s'arrête la culture. Et quand il dit Claude Lévi-Strauss que chez l'homme,
On ne peut dire ni où commence la nature, ni où s'arrête la culture. C'est une manière de dire quoi? Impossible pour aucun d'entre nous de se regarder et de dire en moi, ceci relève du culturel, en moi, ceci relève du naturel. Dans chaque acte posé par l'homme se manifeste le double attribut du naturel, du culturel. Qu'il parle naturel-culturel, qu'il marche naturel-culturel, qu'il mange naturel-culturel, même qu'il dorme, mais naturel et culturel. Rien de purement naturel, rien de purement culturel, mais tout est à la fois naturel et culturel. On est d'accord? Maintenant, vous avez noté cependant quoi? Une prédominance de l'élément. Quel est l'élément prédominant chez l'homme, le naturel ou le culturel? Hein? Le naturel. Si on met ici une balance nature, ici culture, chez l'homme, la balance ne penche pas du côté nature, elle penche du côté culture. Parce que pour l'essentiel, l'homme est ce qu'il se fait lui-même. C'est l'animal qui est seulement ce que la nature a fait de lui. Et là où l'animal est seulement ce que la nature a fait de lui, l'homme il est. L'homme il est ce qu'il se fait lui-même. Le petit de l'animal est déjà animal. Est-ce qu'on apprend à devenir animal? C'est une bêtise. Là où le petit de l'animal est déjà animal, ça veut dire quoi? Dès que l'animal vient au monde, parfait, complet, achevé. Pourquoi? Parce qu'il a reçu de la nature en venant au monde l'outillage, l'équipement biologique qui lui permet de vivre et de se conserver. Donc quand l'animal vient au monde, il est parfait, il est achevé, il est complet. Donc le petit de l'animal est déjà animal, le petit de l'homme, mes amis. Hein? Là où le petit de l'animal est déjà animal, le petit de l'homme, hein? Il n'est pas homme. Il deviendra homme. Ah bon? Il est déjà homme, mais dites-moi, il doit apprendre à devenir devenir homme, moi là. Il doit apprendre à devenir humain. Parce que dans une donc il doit apprendre à devenir humain. On est d'accord? Où est-ce qu'il devient humain? Est-ce qu'il le devient dans la solitude de ses instincts, de ses passions? Ou est-ce qu'il devient humain? Dans la société. Et comment le devient-il? Quel est le moyen prévu dans la société pour que l'homme devienne humain? Par le biais de l'éducation. Et qu'est-ce que l'éducation? C'est l'assimilation, l'intériorisation des normes et des règles de la vie sociale. De toutes les créatures, seul l'homme doit être éduqué. On est d'accord, non? De toutes les créatures, seul l'homme doit être éduqué. L'animal, on peut le dresser, on ne peut pas l'éduquer. Dresser n'est pas éduquer. Dresser, c'est installer des réflexes acquis. Éduquer, c'est transmettre des normes, des règles et des valeurs. Donc, de toutes les créatures, de tous les animaux, seul l'homme doit être éduqué. Parce que l'animalité est offerte, donnée. L'humanité n'est pas donnée, elle se conquiert. Rappelez-vous, pour les curieux parmi vous, le sujet du concours général d'il y a 2 semaines. L'humanité n'est pas un état, mais une quête infinie. Il y a eu des candidats au concours général parmi vous qui ont été présentés au concours général. Bon, le sujet disait, l'humanité n'est pas un état, mais une quête. Pourquoi l'humanité n'est pas un état? Traduisez définitif. Parce qu'il y a quelque chose d'animal qui habite l'homme et qui à tout moment mais peut refaire surface. Et cette bête qui sommeille en vous, en moi et en toi, par l'éducation, il apprend à la maîtriser, à la dominer et donc à échapper à l'esclavage de ce qu'il y a d'animal en lui. Donc l'homme ne devient vraiment humain que dans la sphère sociale et culturelle. Il ne le devient que par le biais de l'éducation. Rappelez-vous Emmanuel Kant, par l'éducation, on transforme l'animalité en humanité. Et lorsque Emmanuel Kant vous disait, j'ouvre les guillemets, par l'éducation, on transforme l'animalité en humanité. Mais ça veut dire que là où il n'y a pas d'éducation, ben, il n'y a pas d'humanité. Parce que l'humanité, elle
se transmet, se retransmet d'une génération à l'autre par le biais de l'éducation. Donc le petit de l'animal est parfait, achevé, complet. L'homme au départ, on dit c'est un animal nu. On dit quand l'homme vient au monde, il naît, N-A-I-T. Il naît comment? Il naît prématuré. Au sens où l'homme, en disant qu'il est un animal nu, ça veut dire qu'il n'a presque rien reçu de la nature. Et ce que la nature ne lui a pas donné, l'homme se le donne lui-même par la transformation et la négation de cette nature. L'animal est animal, l'homme doit apprendre à devenir humain. Rappelez-vous Jean-Jacques Rousseau. Qu'est-ce qui distingue l'homme de l'animal? Il dit, même s'il vivait pendant 1000 ans, il dit l'animal, au bout de la 1000e année, serait tel qu'il était au premier jour de sa naissance. C'est pour dire quoi, mes amis? Quand Rousseau dit un animal, même s'il vivait pendant 1000 ans, au bout de la 1000e année, il serait tel qu'il était au premier jour de sa naissance. C'est pour dire que... Hein? Il dit, au bout de notre 1000 ans, au bout de la 1000e, il serait tel qu'il était au premier jour. C'est pour dire quoi? Que l'animal n'évolue pas, ne se bonifie pas, ne s'améliore pas, il est tout ce qu'il peut être dès le départ et ne peut être autre chose qu'un animal. Donc qu'est-ce qui distingue l'homme de l'animal? Rousseau dit la perfectibilité qui habite l'homme et qui est absente de la condition animale. Bref, dans la téléculture, qu'est-ce que l'homme? Animal bioculturel avec une prédominance de la culture. La culture, elle est l'essence de l'homme. Et l'essence d'une chose, c'est ce que cette chose en propre et qui la distingue. Donc dire de la culture quelle est l'essence de l'homme, c'est dire que c'est dans la culture, par la culture, avec la culture, que l'on s'élève au-dessus de la nature et de l'animal, mais pour atteindre la dimension pleinement humaine de son existence. Dans l'étape sur le travail, qu'est-ce que l'homme, après avoir dit être bioculturel, vous avez dit un animal travaillant. Et quand vous avez dit que l'homme est un animal travaillant, vous avez montré la différence entre le travail humain et l'activité animale. Parce que ce que fait l'animal ne peut pas être appelé travail. Parce que là où il y a travail, au préalable, il y a un projet rationnel. Rappelez-vous la belle métaphore de Karl Marx. Disant moi homme, je ne peux pas faire une ruche plus belle que celle de l'abeille. Mais la différence c'est quoi? L'architecte l'homme, il porte la maison dans sa tête avant de la construire. Et donc, seul l'homme travaille. On parle de travail humain, gouverné par l'intelligence, et on l'oppose à l'activité animale, gouvernée par l'instinct et par la spontanéité. Et après avoir dit être bioculturel, animal travaillant, dans le cours sur le langage, qu'est-ce que l'homme? Vous avez répondu en disant l'homme est un zone logicon, un animal parlant. Et de la même manière que vous avez fait la différence entre le travail humain et l'activité animale, dans le cours sur le langage, vous avez fait la différence entre le langage humain et la communication animale. L'homme parle, les animaux communiquent. Parce que le langage n'est pas simplement une production de son, mais il est fondamentalement une production de sens. Dans le cours suivant, après avoir dit qu'est-ce que l'homme bioculturel, qu'est-ce que l'homme animal travaillant, qu'est-ce que l'homme animal parlant, dans le cours sur les normes, qu'est-ce que l'homme, avec Aristote vous avez dit zone politikon, animal politique. Mais quand vous avez dit de l'homme qu'il était un animal politique, c'est pour montrer quoi? Que l'homme ne peut se définir, ne peut se réaliser qu'au sein de l'ambiance sociale et culturelle. Ça veut dire quoi? Que la société est le cadre indispensable à l'épanouissement de l'homme, au développement et à l'expression de ses potentialités. Le même Aristote nous disant que quelqu'un qui voudrait vivre en dehors de la société, deux choses. Ou bien il est un dieu, ou bien il est une bête sauvage. Et comme nul n'est dieu, il y a fort à parier qu'en dehors de la société, l'homme est quasiment un animal. Après avoir dit qu'est-ce que l'homme bioculturel, qu'est-ce que l'homme animal travaillant, qu'est-ce que l'homme animal parlant, qu'est-ce que l'homme animal politique, dans conscience et inconscient, qu'est-ce que l'homme? Vous avez montré qu'il était gouverné par la dualité de la conscience et de ce qui relève de l'inconscient. Dans tout le cours, qu'est-ce que vous devez retenir? C'est qu'au fond, il y a deux conceptions différentes de l'homme. Il y a une conception classique, habituelle, de l'homme. À la question qu'est-ce que l'homme, de Platon jusqu'à Freud,
père de la psychanalyse et découvreur de l'inconscient, qu'est-ce que l'homme, on disait toujours, homme égale conscience. Et on disait, par cette conscience, l'homme est lucide, l'homme est maître de lui et par conséquent entièrement responsable de ses actes. Donc dans toute l'histoire des idées, à la question qu'est-ce que l'homme, on répondait que l'homme, il se définit par la conscience et par la seule conscience. Par cette conscience, l'homme est libre. Par cette conscience, l'homme est lucide. Par cette conscience, l'homme est pleinement responsable de ses actes. Qui va mettre fin à ce règne de la conscience? J'ai dit le médecin viennois, Vienne capitale de l'Autriche, Sigmund Freud, dit la conscience n'est que le 10e de la vie mentale. Là où l'inconscient représente combien? Les 9/10 de la vie mentale. Qu'est-ce que vous devez retenir de ça, moi, sur moi, tout ça? Vous en retenez qu'avec Freud, on se rend compte que la liberté absolue de l'homme est une illusion. Avec Freud, on se rend compte que l'idée que l'homme est pleinement libre et responsable est une chimère. Pourquoi? Parce que l'homme se croit libre là où en réalité contrôle de la conscience, mais qui lui vient directement de l'inconscient. Donc avec Freud, on se rend compte que l'homme, il croit agir lui-même. Neketeo, en réalité, c'est lui qui est agi. Autrement dit, on pensait que l'homme se gouvernait, comme je l'ai dit, lui-même par sa conscience. Freud dit c'est faux. Ce n'est pas l'homme qui agit, mais c'est lui-même qui est agi. Est-ce que vous me suivez? Agit par quoi? Par ces forces profondes, obscures, qui lui viennent par la conscience, mais qui lui viennent directement de l'inconscient. Madame, mes amis, vous semblez dormir. Il y en a beaucoup qui sommeillent. Hein? Les pelés ne sont pas faits pour la philosophie. Ils commencent à s'endormir au bout de 10 minutes. Donc, Madame Freud est en train de dire, habituellement, nit ki da yakar ne moy yeungal nekete yo mom lañuy yeungal. Et comme dit mon ami le chanteur, mon ex-ami le chanteur, le yeungulu ne, mais le ko yeungal ko ëpp doole. Donc en termes simples, Freud, il vous dit quoi? Nit li ko yeungal en réalité ce n'est pas la conscience, mais c'est ce maître caché et invisible, mais qu'il appelle simplement l'inconscient. Manam nit ki da fokk ne moy bëggal bopam, moy tamul bopam, moy nawal bopam, moy bañal bopam. Mais Freud néna len lekete yo li lay bëggalo di la bëggalo deug deug, di la bañlo deug deug, ce n'est pas ce que tu penses de façon consciente, mais c'est des raisons qui échappent à la conscience et qui te viennent directement de l'inconscient. Et la conséquence c'est quoi donc? Quand quelqu'un agit sans connaître les raisons profondes pour lesquelles il agit, mais ça veut dire quoi? Il n'est plus totalement libre, il n'est plus totalement maître de lui, il n'est plus totalement responsable de ses actes. Exemple terre à terre que donne Freud, que mes collègues ne vous donnent pas en classe, dans un ouvrage qui s'appelle Psychopathologie de la vie quotidienne. Freud dit, c'est valable pour mes filles, nous sommes souvent liés avec telle ou telle couleur, mais par un lien très fort. On est d'accord? On entre dans un magasin 1000 couleurs, mais il dit si vous faites attention, c'est comme si irrésistiblement, mais il y a une couleur qui nous a fait. Vous entendez les filles dire, man blanc ni may def, man vert mo may danel, man bleu mom etc. Et donc vous pensez que c'est un choix volontaire, conscient, libre, qui vous pousse vers le blanc, le vert ou le rouge. Freud dit, ça veut dire quoi? Il y a une mémoire, dit-il, des sons. Il dit, il y a une mémoire des auteurs. Mais comme il y a une mémoire des couleurs, Freud dit, peut-être que ce qui me lie au blanc, au vert ou au rouge, c'est le souvenir lointain, inconscient
de la couleur habituelle des mamans quand j'étais bébé, ou bien de la couleur habituelle que maman avait l'habitude de me faire porter. Je grandis, j'ai 18 ans, j'ai 20 ans, j'étais blanc, maman est dans les rouges, c'est ce souvenir lointain, inconscient de la couleur des habits de maman et de la couleur habituelle des habits qu'elle me faisait porter, qui s'est logé dans mon inconscient, qui remonte à la surface, et je considère à tort que c'est un choix lucide, volontaire, mais qui obéit simplement à des souvenirs lointains et qui appartiennent au domaine de l'inconscient. Dans le cours sur la liberté, non, il ne dit pas qu'il me pose la question, est-ce qu'on ne philosophe pas? Alors, si, on philosophe. Mais c'est les raisons pour lesquelles nous philosophons qui échappent à la raison elle-même. Voilà. Dans le cours sur la liberté, qu'est-ce que l'homme? Rousseau a répondu en disant, c'est l'essence de l'homme, la liberté. Rousseau nous dit que la liberté, elle est l'essence de l'homme. Au point que, j'ouvre les guillemets, renoncer à sa liberté, c'est renoncer à sa dignité d'homme. Mais vous n'avez pas défini la liberté, mes amis. Pourquoi? Parce qu'il y a 1001 formes de liberté. C'est un mot employé dans des contextes nombreux contradictoires. Liberté religieuse, liberté militaire, liberté morale. Au point que on ne peut pas, de l'ensemble des contextes contradictoires, tirer une définition applicable à la liberté. Pour l'essentiel, dans le cours sur la liberté, vous avez examiné deux conceptions opposées. La première disant quoi? L'homme est libre de façon absolue. C'est la conception de la liberté comme absence de contrainte. Que vous trouvez chez les théoriciens du libre arbitre, tels que Descartes, et que vous trouvez dans l'existentialisme athée, par exemple, chez Jean Paul. Tous ces auteurs s'accordent. Dans une seconde approche, vous vous êtes appuyé sur des auteurs qui, quant à eux, montrent que oui, l'homme est libre. Mais est-ce qu'il est libre de façon absolue? Non. Que la liberté, parce que quand l'homme le veut ou non, il y a des déterminismes, des contraintes et des influences qui s'exercent sur lui, faisant que l'homme n'est pas libre, mais il doit chercher à se libérer. Pour dire quoi? Que la liberté de l'homme, elle n'est pas absolue, elle est bonne, limitée, restreinte, mais jamais illimitée. Dans le cours sur l'État, qu'est-ce que l'État? Je ne reviens pas sur les définitions que vous avez, mais je vous invite à retenir, parce que vous apprenez par cœur et vous oubliez souvent. Retenez qu'il y a trois caractéristiques composantes essentielles de l'État. Quels sont les trois éléments constitutifs de l'État? Si un seul manque, il n'y a pas d'État. Vous avez un élément dont je dirais que c'est un élément psychologique, c'est l'autorité politique. Les deux autres éléments, c'est des éléments matériels, c'est la population ou communauté humaine, territoire. Donc les trois éléments, lorsque vous les combinez, pour qu'il y ait État, il faut autorité politique, il faut population et il faut territoire. Donc sur la base de ces trois éléments, qu'est-ce que l'État? Vous répondez de façon simple en disant c'est une autorité politique s'exerçant sur une communauté humaine à l'intérieur d'un territoire bien déterminé. Mais où est l'État? L'État n'existe pas. Attention, l'État est une idée. Si je vous demandais de me désigner l'État du Sénégal, aucun d'entre vous ne pourrait pointer du doigt et me dire voilà l'État du Sénégal. Donc l'État n'est pas une réalité matérielle, c'est une idée. Ce qui me fait sentir maintenant de manière concrète la présence de l'État, c'est à travers ces institutions. Maintenant, quel rapport depuis décisif Spinoza que le but de l'État, c'est la liberté de ses membres. Vous vous rappelez Spinoza disant, j'ouvre les guillemets, la fin, F-I-N, pour dire le but. La fin dernière de l'État, c'est la liberté. Et quand Spinoza disait, la fin dernière de l'État, c'est la liberté, il dit,
il est évident que les hommes n'ont pas créé l'État pour devenir plus animaux qu'ils n'étaient ou pour devenir des automates, mais il est clair que l'État est là en vue de garantir et de créer les conditions d'une véritable liberté. Cette idée de Spinoza, que l'État vise la liberté, vous la trouvez chez tous les théoriciens du contrat. Et parmi eux, l'auteur de l'ouvrage que vous avez au programme, Jean-Jacques Rousseau, du contrat social. Rousseau, il part du principe que oui, l'État doit rendre l'homme libre. Pourquoi le verbe rendre? Parce que Rousseau dit, première phrase du contrat social, livre 1, chapitre 1, l'homme est né libre. L'homme est né libre. Il a oublié toutes mes leçons. Hein? L'homme est né libre, mais il est partout dans les fers. Et quand il dit l'homme est né libre, ça veut dire à l'état naturel, l'homme était libre, ne dépendait pas de son semblable. Mais il est partout dans les fers, c'est pour dire quoi? Que dans tous les états existants, l'homme a perdu sa liberté. Et Rousseau dit, il s'agit pour moi alors, mon travail, de concevoir un type d'état qui rende à l'homme sa liberté. Et quel est l'état qui va rendre à l'homme, selon Rousseau, sa liberté? C'est l'état démocratique qui est engendré par le contrat social. Rappelez-vous que Rousseau est un optimiste. Optimiste, moi, il pense que l'homme par nature est bon et que par nature l'homme est généreux. Et quel est le type de régime politique qui convient à quelqu'un naturellement bon, naturellement généreux? C'est la démocratie. Et donc Rousseau, cette démocratie, celui qui gouverne s'appelle le prince. Et le prince, il est seulement là pour veiller à la bonne application des lois. En sorte que chez Rousseau, quand j'obéis au prince, j'obéis à la loi, mais Rousseau dit attention. Dans la République démocratique dont moi je parle dans le contrat social, les lois auxquelles le citoyen obéit sont des lois à l'élaboration desquelles lui-même en tant que citoyen a pleinement participé. Donc ce n'est pas comme dans nos républiques africaines, soi-disant démocratiques, dans lesquelles les lois sont votées généralement par des députés entièrement acquis à la cause de celui qui gouverne. Non. Chez Rousseau, les lois, elles viennent de moi-même. Et quand j'obéis au prince, j'obéis à la loi, j'obéis à une loi de ma propre raison. Et quand j'obéis à une loi de ma propre raison, c'est comme si j'obéis à moi-même. Et obéissant à moi-même, je ne suis esclave de personne, je reste entièrement libre. Quelle est l'affirmation de Rousseau que vous chantez par cœur? L'obéissance. Mais cela signifie quoi? Quand il dit l'obéissance à la loi que l'on s'est prescrite et liberté, c'est pour dire quoi? Hein? C'est pour dire quoi? Non, c'est pour dire qu'il n'y a pas de contradiction, écoutez-moi bien, entre obéir et être libre. Parce que lorsque vous regardez la phrase en général, le premier et le dernier terme sont contradictoires. L'obéissance à la loi que l'on s'est prescrite et liberté. Généralement, nous avons l'habitude de penser que obéissance et liberté sont incompatibles. Parce que vous, comme moi, comme la plupart des hommes, là où nous obéissons, nous avons le sentiment de ne pas être libre. Et Rousseau vous dit, attention, c'est là qu'il n'y a pas du tout de loi, qu'il ne peut pas y avoir de liberté. Parce qu'il dit, si vous êtes en train de lire le contrat social, que là où il n'y a pas de loi, va régner le droit du plus fort, dans lequel, comme dans la jungle et chez les animaux, les plus forts écrasent les plus faibles. Donc, absence de loi égale absence de liberté, présence de la loi égale garantie de la liberté. Et Rousseau, donc, il montre clairement que la loi n'est pas ce qui m'empêche d'être libre. Elle est la condition de possibilité, elle est le fondement de toute véritable liberté. Rousseau dit, quand vous dites je suis libre, Rousseau dit, vous vous trompez. En réalité, vous êtes esclave de vous-même sans vous en rendre compte. Donc celui qui dit je fais ce que je veux, Rousseau dit, ce n'est pas un homme libre, c'est un libertin. Le libertin est dans le libertinage, et le libertinage, il est liberticide, il tue la liberté. Donc la véritable liberté, elle repose sur la conformité aux lois. Chez Thomas Hobbes, attention, l'État ne vise pas la liberté. Mais que vise l'État? La paix et la sécurité. Parce que Thomas Hobbes est un pessimiste. Pessimiste, c'est le contraire de
Voilà. Donc là où Rousseau dit l'homme est naturellement bon, c'est la démocratie qui lui convient. C'est comme si Hobbes disait, Rousseau, vous n'avez rien compris à l'homme. L'homme par nature n'est ni bon ni généreux, mais par nature, l'homme est méchant, violent, cruel, égoïste. Laissé à lui-même, il ne se soumettra jamais aux lois et ne renoncera pas à son égoïsme individuel. Donc quel type de régime convient à l'homme naturellement méchant, violent, cruel et égoïste? Réponse de Thomas Hobbes, l'absolutisme. Autrement dit, quelqu'un qui exerce un pouvoir dictatorial, qui règne par la terreur, et c'est cette terreur-là qu'il inspire aux gens, qui va les amener à renoncer à leur méchanceté pour garantir non pas la liberté, mais la paix et la sécurité. Maintenant, où se manifesterait le mieux cette liberté humaine? Vous me direz sans doute dans l'œuvre d'art. Pourquoi l'œuvre d'art est le lieu privilégié d'expression de la liberté humaine? Voyons-le avec le sujet numéro 2. Que dit le sujet numéro 2? Si pour le savant, le monde doit être disponible, grâce à l'artiste, il devient habitable. Quel beau sujet. Maintenant, ça me gars, popcorn bi neex na mais ngir yàlla écoutez-moi bien. C'est quoi? Il faut travailler toujours sur les concepts. Vous savez, si vous voulez avoir une bonne note, aussi bien en dissertation qu'en commentaire, il y a 3 compétences de base que vous devez maîtriser. Quelles sont les 3 compétences de base du philosophie? C'est la conceptualisation, c'est la problématisation, c'est l'argumentation. Conceptualisation, problématisation, argumentation, c'est les compétences de base. Donc quand vous avez le sujet le 14 juillet, vous choisissez le sujet que vous avez le mieux compris. Et le sujet que j'ai le mieux compris, je l'établis à partir du sens que je suis capable de donner aux mots-clés. Ici, les mots-clés, il y en a 2. Le savant, le monde doit être disponible. L'artiste, le monde devient habitable. Il faut que je sache ce que signifie habitable ici et ce que je sache disponible ici. Si je rate le sens de disponible, habitable, je fais hors sujet. C'est quand je l'aurai compris que je peux dire que j'ai compris le sujet. Écoutez-moi bien. Ne choisissez pas avant le 14 juillet. Vous savez ce que je veux dire? Ne choisissez pas avant le jour de l'examen. Ça veut dire quoi? Certains qui vous disent, quoi qu'il advienne, je dis ça, quoi qu'il advienne, je commande. Ceux-là ont choisi avant le jour de l'examen. Ne le faites jamais. Lisez toutes les épreuves, tous les sujets, et choisissez celui que vous avez le mieux compris. En faisant attention à ce que j'appelle la lecture active impressive. Qu'est-ce que j'appelle la lecture active et impressive? C'est l'élève qui se pose la question, c'est celui-là qui cherche à dire quelle est la leçon à laquelle se rapporte le sujet. Il est parti pour faire un très beau hors-sujet. Parce que c'est une question à laquelle je suis censé répondre, mais en empruntant mes arguments de qu'est-ce que la philosophie jusqu'à l'art. Donc, pas. Mon machallah, xam naa ne la science moom
Il a un. Après, il dit la philo est compliquée, c'est lui qui est très compliqué. Parce que voir le mot savant ne vous amène pas à réciter votre cours sur philosophie et sciences. On dit bien, si pour le savant, le monde doit être disponible. Qu'est-ce que ça signifie? Ce qui est disponible, c'est ce dont je peux user à volonté. Donc ce qui est disponible, c'est ce qui est entre mains tel un instrument dont je puis faire ce que je veux. Donc comment le monde peut-il être disponible pour l'homme? Réponse: lorsque grâce à la science, l'homme a percé le mystère du monde, lorsque grâce à la science, l'homme a élaboré des moyens techniques qui lui commandent d'obéir à la nature, de la transformer et de satisfaire ses besoins. À ce moment-là, le monde est devenu disponible grâce à la science et à la technique. On dit en revanche, grâce à l'artiste, le monde devient habitable. Quel est le sens du mot habitable ici? Parce que ce que je peux habiter, mais le monde est déjà habité. Donc quand on me dit, grâce à l'artiste, le monde devient habitable, habitable ne va pas signifier habiter, que je peux habiter. Supportable. Grâce à l'artiste, le monde devient supportable. Et quand on dit que le monde devient supportable, ça veut dire qu'il était insupportable. Pourquoi il était insupportable? Livré à l'angoisse, à la maladie, à la peur de la mort, au chagrin, au désespoir. Face à tout ça, la vie est presque insupportable et le monde est presque inhabitable. Mais l'artiste, il rend ce monde habitable. Comment? Imaginez une seule seconde, mes enfants, un monde où il n'y a pas de musique, il n'y a pas de poésie, il n'y a pas de théâtre, il n'y a pas de chant, il n'y a pas de film, il n'y a pas de danse, il n'y a pas de littérature, il n'y a pas d'architecture. Reconnaissez que ce monde serait infiniment plus difficile à vivre. Donc quand on dit que l'artiste rend le monde habitable, mais ça veut dire qu'il le rend agréable et supportable. Parce que comme dit Victor Hugo, ceux qui vivent sont ceux qui luttent et souffrent. Et donc, face à la souffrance de la vie, l'art est ce qui me permet de trouver une source de consolation, me permettant de supporter le fardeau de l'existence. Vous vous rappelez Arthur Schopenhauer? Que dit Arthur Schopenhauer? La vie n'est pas belle, mais les images de la vie sont belles. Et les images de la vie, mais c'est celles qui sont reflétées par l'œuvre d'art. Si un serpent se manifester parmi nous, ça n'est fini de notre conférence. Parce que comme on dit, comme disait un vieux chanteur de chez nous, il dit donc le même serpent qui me fait fuir parce que me fait penser, me faisant penser à la mort, il dit, ce serpent sur une toile, je ne sais pas, un tableau, il peut être tellement magnifique qu'on a envie. Mais reconnaissez que pour vouloir embrasser un serpent, ce n'est pas possible dans la vie réelle, mais par la magie de l'art, cela est possible. C'est en quoi la vie n'est pas belle, mais les images de la vie produites par l'art sont en belle. C'est en quoi le sujet dit, grâce à l'artiste, mais le monde devient habitable. Et vous l'avez vu dans votre cours, parmi les fonctions de l'art, pour ceux qui ont fait le cours sur l'art, on vous a parlé de la fonction thérapeutique de l'art, l'art comme moyen de guérison, de la fonction pédagogique de l'art, l'art comme moyen d'enseignement, de la fonction ludique de l'art comme moyen d'évasion. Bref, par l'art, le monde devient habitable. Comprenez, par l'art, l'homme peut noyer son chagrin, oublier ses soucis, mais pour se transposer dans un monde qui est créé par l'artiste lui-même. Parce que l'artiste, le monde qu'il porte dans sa tête ou le monde qu'il porte dans son cœur, ce n'est pas le monde réel. C'est le monde de ses idées, mais de ses sentiments, de ses souhaits, de ses rêves et de ses désirs. Et c'est pourquoi donc, il y a un sujet du bac qui disait, l'art est la preuve de la victoire du cœur sur la raison. Une manière de montrer que ce que l'artiste ressent, dit et exprime, va au-delà, mais de ce que la raison est capable de concevoir, d'analyser et de penser. Mais de la même manière,
qu'Allah témoigne de la victoire du cœur sur la raison. Pour terminer, je dirais, mais que la philosophie également, elle témoigne de quoi? Elle témoigne de la victoire, mais de l'âme sur le corps. Parce que rappelez-vous Socrate, nous disons que si l'homme est âme et corps, c'est par l'âme que nous pensons. Mais où est logée cette âme? Elle est dans un corps. C'est pourquoi chez Platon comme chez Socrate, philosophie est un apprentissage de la mort. Ce n'est qu'en libérant l'âme de la prison du corps, mais que l'on peut se rendre apte à philosopher. Et donc là où la philosophie témoigne de la victoire de l'âme sur le corps, disent Socrate et Platon, je leur disais oui, mais j'ai envie de leur poser la question, même si philosopher, c'est pouvoir le faire par l'âme, je leur demanderai, mais Platon et Socrate, où se trouve cette âme-là? Ils me diraient sans doute que l'âme est logée dans un corps. Alors je leur dirai que ce petit corps qui loge mon âme a fait le tour du programme et au nom des droits du corps à se reposer, il vous dira merci, l'heure est venue de me taire. Et quand je dis que l'heure est venue de me taire, je me souviens encore une fois de quelques-uns de mes ancêtres grecs, mais qui habitaient la ville qu'on appelle Laconie. Hein? C'est des gens qui se réveillaient le matin, qui allaient à l'école, à l'université, mais pour apprendre des cours de silence. Des cours de silence. Parce qu'ils avaient compris, mais qu'il n'y a rien de bavard qu'une lèvre au repos. Et comme il n'y a rien de plus bavard qu'une lèvre au repos, je vais vous laisser désormais au silence bavard de mes lèvres désormais au repos. Merci à tout le monde. Donc s'il y a des questions, vous les posez, nous les enregistrons. Après le résumé du modérateur, et après on répond à la question avant de redonner le mot de clôture aux organisateurs. Merci beaucoup à M. Songuedou. Les élèves, je pense que c'est clair. Hein? Donc sur ce, si vous avez des questions concernant les deux sujets, vous levez la main, on vous donne le micro.